Albert Kisukidi, bonjour. Bonjour. Vraiment, nous sommes très heureux d'être là, chez vous, ici à Nice. Nice dont on connaît la réputation, une grande et très belle ville, non loin des Cannes, à proximité de Monaco aussi. Nous sommes contents d'être là parce que nous sommes chez vous. Alors, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec maman Liliane Kisukidi, hein, c'est votre épouse. Hein. Ça fait combien d'années que vous êtes ensemble un peu, dites-nous. Hein. Ça fait 38 ans. 38 ans. Ah ouais. Est-ce que dans les 38 ans, vous avez quand même eu l'occasion d'aller au Congo? Si. Oui. Si. Je suis allée en 2009 avec Albert. Et Albert a été avec ma fille en 2008. C'est elle qui a découvert le Congo avant moi. Alors, quelles ont été vos impressions lorsque vous avez foulé les sols des ancêtres d'Albert? J'étais contente tout d'abord de voir la famille d'Albert, de voir enfin le Congo, le fleuve, la région où a vécu mon mari, le Bas-Congo, Sonabata, Goma, Matadi, toutes ces villes, Kinshasa évidemment, qui est la capitale. C'était très très bien. On a passé 3 semaines et qui malheureusement ont été trop rapides. On n'a pas pu voir tout ce qu'on voulait. Mais lorsqu'on a l'occasion, la chance d'être chez vous, on voit que il y a beaucoup de peintures, notamment les peintures de parents d'Albert. Vous êtes peintre vous-même? Je fais ça en tant que loisir. Hein. Je dessine, ça fait déjà depuis mon enfance, j'ai toujours aimé dessiner. Et puis là, quand j'ai le temps, je peins, j'illustre les poèmes d'Albert. Voilà, c'est mon loisir, mon passe-temps favori. Alors, professeur Albert Kisukidi, vous êtes très connu dans la diaspora congolaise parce que... ah oui, bien sûr. Hein, parce que vous avez quand même fait quelque chose d'extraordinaire, c'est que vous avez chanté, mais aussi traduit les Debout congolais, qui est l'hymne national de la République démocratique du Congo, mais vous l'avez traduit en langue vernaculaire, notamment en Kikongo. Comment vous avez fait? Comme je connais le français, que je connais le Kikongo, et que je connais cet hymne national depuis donc mon adolescence, parce que cet hymne national est né avec l'indépendance. Et surtout, la première fois que j'avais entendu ça, c'était la radio du Congo belge et du Rwanda Urundi. Il était chanté par les élèves de l'école secondaire de Kassangolo de l'armée de Sali, William Bott. C'était au soir du 29 juin 1960. Et puis le lendemain, les militaires de l'ex-force publique coloniale l'ont exécuté devant le roi Baudouin, le président Kasavubu, le premier ministre Patrice Emery Lumumba, évidemment, et les ministres et les premiers ministres de notre pays et les premiers parlementaires et puis la foule de Kinshasa. C'était émouvant. Bon, alors après, on l'a chanté. Quand on est rentré à l'école, on l'a appris. On l'a chanté jusqu'à ce que, moi je suis parti de l'Europe en 1967, en décembre 1967. En 71, le pays qui était la République démocratique du Congo a changé en Zaïre. Évidemment, ils ont changé sur l'hymne national à la zaïroise, je vois. Voilà. Et vous avez continué avec votre résistance de chanter toujours les Debout congolais, malgré qu'au Congo, enfin, au Zaïre à l'époque, on chantait la zaïroise. Ah oui. C'était une manière pour vous de résister contre la politique de Mobutu. Non, parce qu'on trouvait que c'était vraiment... je regrette pour mes compatriotes, ce sont des choses parce que je trouve ça c'est inutile de discuter là-dessus. Mais j'ai trouvé ça que c'était vraiment puéril, quoi. Il ne faut pas pourquoi on doit changer le pays, le nom du Congo, qui était déjà connu avant que donc les Belges n'arrivent au Congo, avant même que donc
l'Afrique soit intéressée par l'esclavage, puisque le Nord-Congo était connu depuis 1482, à l'arrivée d'Iroka ou à l'embouchure du fleuve Congo, puisque les pays s'appelaient donc le Royaume du Congo, et les Bessinsi, les citoyens, ont donné donc à ce fleuve-là qu'ils voyaient devant eux, le nom de Congo, le fleuve du Congo. Ce n'est pas du qualifié donc le nom du fleuve Congo qui appartient au pays Congo. Voilà, fleuve Congo. Il est bien entendu que donc les habitants, dans la mesure où ils ne se fréquentaient pas, ils ne pouvaient pas savoir que ce fleuve, d'où il venait. Ils ne pouvaient pas savoir. Bon, s'ils savaient par exemple que ça venait du côté de la Tangue, on l'appelait Lualaba, peut-être ils auraient dit donc à Dioka que ce fleuve s'appelle Lualaba. Mais chaque riverain donnait le nom qui convient donc à sa région. C'est ici qu'il appelle Monganza ou Mongala, ainsi de suite, Lualaba Mongala. Et le Congo l'ont appelé fleuve Congo, qui appartient à leur pays qui s'appelle le Congo. Et depuis cette année-là, 1482, le Nord-Congo était connu donc dans le monde entier, dans le mesure aussi on peut appeler le monde entier l'Europe. Parce que dans les royaumes les royaumes de l'Europe à l'époque, on connaissait qu'il existait au centre de l'Afrique un royaume qui s'appelle Congo, grâce donc aux navigateurs portugais, italiens, espagnols. Oui, prof, je voulais savoir, ça vous a pris combien de temps pour rédiger cet hymne en Congo? Bon, d'abord, je dois expliquer pour l'histoire de Congo. Quand le président Mobutu avait changé le nom de la République démocratique du Congo en Congo, et puis ils ont aussi obligé toutes les associations congolaises à l'époque de devenir donc d'être incluses dans le MPR. C'est ainsi que donc les associations des étudiants qui se trouvaient à l'époque à l'Europe, qui étaient donc normalement incluses dans l'UGEC, Union Générale des étudiants congolais, étaient automatiquement inclus dans les MPR. Et il y a eu une résistance effectivement de certains étudiants congolais qui ont gardé donc un semblant de l'UGEC. Et c'est parmi ces étudiants-là qui continuent à chanter le debout congolais le 4 janvier, donc l'événement du 4 janvier, et le 17 janvier, avec l'assassinat de Lumumba, et le 30 juin. Et nous avons appris que ces fêtes au pays à l'époque étaient négligées. Et nous avons mis l'accent sur ces fêtes-là. On se réunissait et on continue à chanter debout congolais, même quand il y avait la zaïroise. On le chantait par l'ambassade, évidemment. Mais Liliane, est-ce que vous avez toujours su que Albert avait un peu l'âme d'un rebelle, même si en vivant avec lui, en le côtoyant, on a les sentiments que c'est un homme respectable? Si, quand je l'ai connu en Anvers, effectivement, il avait des idées bien affirmées sur le plan politique. On sentait qu'en fait c'était un rebelle. Je lui ai toujours dit d'ailleurs, attention, si tu devais retourner dans le pays qui s'appelle le Zaïre, c'est pas sûr que tu aurais une liberté d'expression comme tu la connais en Europe. C'est vrai, même aussi la vie. Oui. C'est vrai, on peut perdre sa vie. Alors, prof, j'allais vous demander vraiment une faveur, puisque nous avons la guitare ici, et que c'est vous qui êtes les compositeurs un peu du debout congolais en Kikongo. Est-ce que vous pouvez avoir l'amabilité de nous la chanter en cappella comme ça avec votre guitare? Ah non, je ne suis pas compositeur, je suis un traducteur. Ah, vous êtes traducteur, voilà. Parce que les compositeurs sont le père Boka et le Tumba. D'accord. C'était des jésuites qui se trouvaient donc à la table ronde. La table ronde donc, de Bruxelles en février 1960. Et une fois que les pères de l'indépendance, et là j'insiste bien, les pères de l'indépendance, ce ne sont que ceux qui étaient à la table ronde, pas les autres.
en principe. Si on peut donc bien... parce qu'il y a beaucoup d'intrigues là-dedans. Bon, il y a aussi des hommes politiques qui ont lutté mais qui n'ont pas été dans la délégation pour venir à Bruxelles. Mais les véritables pères d'indépendance, c'était ceux qui étaient là. Alors ils ont demandé donc à tout Congolais qui a du talent à composer l'hymne national. Et ce sont ces pères-là, le Toumba Iboka, jésuite, qui avaient réussi. Ils se trouvaient à l'époque aux études en Belgique. Voilà. Et quand moi je l'ai composé dans le train de Nice à Paris. Ah bon? C'était pour venir voir Liliane? Quand je l'ai traduit, effectivement, j'étais... parce que nous étions dans l'académie. Moi, j'étais dans l'académie d'Amiens. Elle travaillait à la poste aussi à Amiens. Mais elle avait donc l'habitation pour venir à Nice. Mais il n'y avait pas un poste libéré pour moi dans l'éducation nationale. Et puis, je suis resté pendant 3 ans. Et quand je venais donc en vacances, et au retour, bon, tu connais donc la distance qu'il y a entre Nice et Paris, c'est très loin, pendant 6 heures de temps. Oui. Et puis en 2003, pour raccourcir le voyage, je me suis dit, bon, je vais essayer de traduire l'hymne national des mots congolais en Congo. Et j'ai commencé à partir de Cannes, où tu es d'ailleurs, avec les G20. Et quand j'arrive à la gare du Nord, j'avais terminé. Mais, premier donc module, après j'ai rectifié certaines choses. Alors, comment tu as fait pour respecter les nombres des pieds, les syllabes, parce que quand on l'écoute, on a les sentiments que par les battements de la musique, vraiment ton texte colle avec les textes originaux en fait. C'est le vrai travail, parce que c'est là surtout je voulais démontrer à mes compatriotes en général et aux locuteurs de la langue du Congo en particulier, comment est-ce que nos langues sont riches en fait. Donc il suffit donc de mettre, donc de faire très attention que ces langues peuvent donc servir à écrire beaucoup de choses, de la musique, faire de la littérature avec, comme peut-être un jour faire aussi donc des études scientifiques, des textes scientifiques là-dessus. Effectivement, dans le cadre de Kikongo, dans la mesure où nous avons donc une palette donc du vocabulaire qui part de l'Angola jusqu'au Congo-Brazzaville. Donc, un mot qui ne se trouve pas, il faut souvent utiliser dans le Congo central, au Bas-Congo. On le trouve peut-être du côté de l'Angola ou du côté de Brazzaville. Donc, il y a certains mots, donc, quand je ne les trouve pas donc, dans ma région de Kassangoul, donc en tant que Moulemfou, donc de parler Moulemfou, je peux les trouver chez le Manyanga, je peux les trouver chez les Bessingombe. Tout étant que être Moulemfou ou Mounyanga, ce n'est pas ce qui fait, ce n'est pas cela qui fait un Moukongo. Un Moukongo est fait par son clan. Et ces clans se trouvent aussi bien chez le Balemfou, chez le Bantandou, chez le Manyanga, chez le Bayombe. Et c'est dire qu'un Moulemfou qui se trouve chez le Moyombe dans un clan qui est le sien, donc comme il est chez lui. Voilà. C'est ça qui fait en fait le Mukongo. Les autres, ce n'est que les Balemfou, Manyanga, ce sont des emplacements territoriaux. Mais quand on habite de territoires différents, on acquiert parfois des vocabulaires différents aussi, mais qui viennent quand même enrichir la langue. Et c'est ça que j'ai fait, donc j'ai puisé presque partout, dans la mesure où j'ai passé mon enfance entre les internats du Bas-Congo et Kinshasa. C'est ce que donc, je connais presque donc, la plupart de parler donc, du Bas-Congo, de Sonabata jusqu'à Mwanda. Voilà. Professeur, faites-nous l'honneur vraiment à nous jouer cette chanson. Je ne sais pas si je pourrais j'y arriverai parce que... Madame, ça va? Bon. Non, attends, tu veux. Il y a Liliane qui va chercher le texte. Parce que... Attendez. C'est arrêté. Oui. C'est arrêté quand même. Oui. Tiens, tu veux voir le texte pour... Non, ça ne sert. À moins que celui qui en avait besoin. Parce qu'il avait mal copié. Ah oui, il faudra faire une copie alors.
faire une copie du texte. Oh, ça va, ça va. Ça ira. Il va m'envoyer par email. Elama besikongo, vukani mokadilo, vukani mokikesa mo, diamo diakimpanza, tuvumbula mbunzu, zafumba na ntama, yetuka bwabu tusasuka twamata, moyenge besinti. Walongo wanzala sana eno yelulendo lupunda kitimbo kya wolo kya kimfomo kieto Kongo kailu Kongo wabakulu Kongo konsi yeto Kongo satwasema vanto twakuyesa twasikila vumaku Soka ya yuni mwini wa pwita mako matatu mayuni Lumbu kya longo kalande mbangi Lumbu kya longo kya kwele mfu Yandefia kimpwanza Tusisila kwa bateko lobeto Mvuye mvu. Bravo professeur, bravo, bravo vraiment, bravo. C'est très très profond. Moi, je reste vraiment marqué par surtout la dernière phrase qui nous dit que c'est ces pays que nous léguerons à notre prospérité. Postérité, voilà. Voilà. Et là, tu les traduis bien. Comment tu les dis en Kikongo? Donc, que nous allons laisser et nous allons léguer à nos petits-enfants au-delà, quoi. C'est la postérité. Voilà. Même dans Kikongo, il y a même un plus joli mot qui dit, j'aurais pu dire, tout si là, quante kololo eto, voyez-vous. Donc, les ntekololo, donc, vous avez tout ce qui se suit après. Mais si tu dis que c'est pas tekololo, donc tu les mets dans les ntekololo. C'est vrai, les arrière-petits-enfants. La postérité, quoi. La postérité. Mais professeur, une question à 1000 balles. C'est vrai que le débat congolais est très profond. On vient de parler de la postérité. Hein. Postérité, voilà. Mais lorsque tu regardes la situation de la République démocratique du Congo aujourd'hui, qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que ces pays-là... comment il sera légué aux enfants, aux petits-enfants des Congolais? Est-ce que tu vois ces legs-là comment? Mais moi-même, je me dis, je suis en porte-à-faux parce que ce que j'ai déjà légué à ma fille, ce n'est pas rémisant. Parce qu'en fait, j'ai maintenant 60 ans. Or, plusieurs générations qui sont passées. C'est que donc il y a Kassavobu, Lumumba, Kalonji, Bolikango, Tchombe, Sendwe, ils sont passés. Et il était censé que donc après Sendwe, il y avait les générations qui suivaient, qui devaient donc les relayer. Bon. Or aujourd'hui, quand on voit donc après le départ, jusqu'à aujourd'hui, aucune de ces générations, vraiment digne de ces noms, n'a relayé qui que ce soit. Donc moi personnellement, j'ai connu donc mes 30 ans, mes 20 ans, mes 30 ans où j'étais très très bouillant. Mais aujourd'hui, bon, dans les 60 ans, bon, c'est vrai que j'ai encore toute mon équité intellectuelle et toute ma poigne, mais je ne me retrouve pas dans la manière de faire la politique aujourd'hui pour un adolescent que je fus quand je vis donc travailler et le Lumumba et le Kassavobu. Aujourd'hui, par exemple, un parti politique, à l'époque, même un parti politique avait peut-être des adhésions purement régionales, mais ils avaient toujours une vocation nationale, chaque parti politique. Parce que quand ils participaient à des coalitions gouvernementales, c'est des partis nationaux. Et il y avait une certaine consistance dans ces partis-là
où on sentait l'idéologie, on sentait donc le programme, on sentait donc le projet des sociétés de ces partis-là. Or, aujourd'hui, il est très très difficile de trouver un parti politique dans notre pays qui vous propose un projet de société cohérent auquel moi je peux facilement donc adhérer. Il y a des programmes, enfin il y a des stratégies de prise de pouvoir, de remplacement de pouvoir, mais quand on voit donc ce qu'on fait vraiment pour la société future de notre pays, c'est très très compliqué. Je n'arrive pas à y voir clair. Il y a beaucoup de camarades, effectivement, qui m'appellent pour que je participe. Bon, pendant tout le temps que j'aurais pu participer, j'étais occupé à exercer ma petite profession de professeur de lycée de l'enseignement supérieur non universitaire. Mais pour le moment, bon, j'ai pris ma retraite. Je me sens plus donc de force donc de me lancer donc dans des campagnes électorales. Mais professeur Albert Kissoukidi, lorsqu'on regarde les gens de votre génération, c'est aussi une bonne partie, ils sont quand même rentrés au pays. Hein. Vous avez vécu longtemps en Belgique. Vous savez très bien que ce sont les Belgicains qui sont aujourd'hui membres du gouvernement, etc., dans des institutions. Mais on a l'impression que la majorité a quand même trahi le vrai idéal congolais. La majorité est assombrée dans l'opportunisme. Est-ce que ça aussi, même si vous êtes en retrait, est-ce que vous ne voyez pas ça? Je ne vais pas citer les noms, mais en tout cas, la majorité des gens qui ont vécu en Belgique, qui étaient bruyants et tout ça, sont à la mangeoire aujourd'hui. Effectivement, bon, nous avons été nombreux en Belgique à être des fondeurs, à être des révoltés, à être des révolutionnaires. Il y a eu ceux avec qui on travaille ensemble pour voir que le pays, pour nous, on avait constaté que depuis 1974, le pays n'allait plus bien, il fallait donc changer donc de régime. On le voyait très bien. Effectivement, on a été beaucoup d'amis avec qui on réfléchissait là-dessus. Mais tu savais, comme tu as dit, donc les plus bruyants, en fait, certains comme bon, ne les critiquent pas, on peut donc mener sa vie comme on veut. Si moi je suis resté, c'est pas parce que je ne suis pas de la nature donc à parler ou à crier. Mais quand j'ai une conviction en moi, c'est je suis inébranlable. Donc sans faire des reproches à celui qui n'est pas inébranlable dans ses convictions, mais moi je m'en tiens à moi-même. Et pour tenir, effectivement, j'ai cherché à m'installer socialement pour ne pas avoir justement la tentation donc des quémandeurs. Parce que il y a eu donc aussi beaucoup de quémandeurs de situations qui a fait que ils ont été donc contre leurs propres convictions. Alors la seule façon que moi j'avais trouvée, c'était donc de trouver quelque chose socialement pour être dans la société. On ne peut demander rien à personne. On ne demande de ne pas dépendre des services sociaux. Et pour maintenir mes convictions, donc j'ai participé à beaucoup de mouvements de libération des pays d'Afrique, comme l'Angola, Namibie. J'ai même dirigé donc le mouvement anti-apartheid en France. J'étais co-dirigeant du mouvement anti-apartheid en France. J'ai failli même mourir avec le 6 septembre parce qu'il devait me recevoir à l'heure où il avait été assassiné. Mais il avait décommandé donc la réception. Il avait dit, Albert, il vient à midi, on va le manger dans le restaurant. Et à 10h, du 6 septembre, il était mort, il était assassiné. Voilà, ça c'est une information que je vous donne.
Professeur Albert, les situationnistes, comme on peut les appeler, les mangeurs à tous les râteliers, les opportunistes, mais aussi aujourd'hui on voit au Congo les millionnaires du dimanche, des gens qui sont arrivés sans rien, qui les lendemains construisent des immeubles, ont des compagnies d'aviation, etc., etc. Mais je crois que Mobutu était très fort. Il savait que l'âme congolaise est facilement malléable. C'est donc, bon, toi, tu es journaliste qui est en fonction, donc tu vois tout cela. Bon, moi personnellement, bon, effectivement, si tu me dis cela, en principe, lorsque quelqu'un prend le pouvoir, on doit connaître son patrimoine. Donc les Congolais, peut-être sur ce point-là, ils sont laxistes, effectivement, et que peut-être chacun se dit, moi aussi, quand mon tour viendra, je fais la même chose, alors il faut n'importe quoi. Parce que ici, c'est invraisemblable qu'un ministre, pendant les 5 ans d'exercice, il devienne milliardaire, c'est impossible. C'est impossible. Alors que les pays, donc, pour nous, qui est censé être pauvre, qu'un ministre en 2 ans ou en 3 ans devient millionnaire, mais c'est invraisemblable. Oui, invraisemblable. Allez poser la question aux joséphistes qui sont au pouvoir, ils vont vous le dire. Prof, je voulais revenir avec vous. Vous avez quand même eu l'opportunité d'aller au Congo, d'aller surtout dans ma province qui est le Bas-Congo, une province qui m'a nourri pendant 8 ans. Et vous avez été à Kisantu, jusqu'au jardin botanique de Kisantu. Oui. Est-ce que ces jardins-là existent encore? Oui, il existe encore. D'ailleurs, c'est un jardin qui avait ébloui mon épouse, parce que quand on arrive à Kinshasa, comme moi je reste chez mes parents, évidemment je reste à la cité, donc je vois toutes les saletés possibles. Mais quand on descend dans le Bas-Congo, qu'on se retrouve dans ce jardin-là, c'est comme on respire un air magnifique, quoi, un nouvel air. Effectivement, quand je pars au Congo, moi, ce n'est pas pour rester inerte. Hein. En 2008, je suis allé avec ma fille. Ma fille avait déjà fait son programme de tout ce qu'elle voulait voir. On a visité l'école des beaux-arts de Saint-Luc, je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant. Elikia, oui. Comment ça s'appelle? C'est pas Elikia, c'est l'Académie des Beaux-Arts. Ouais. Oui, oui, à Lingouala, oui, c'est l'Académie des Beaux-Arts. Saint-Luc à l'époque, quand j'étais à l'école belge. Oui, si vous dites Saint-Luc, professeur, les gens vont dire, mais Saint-Luc, là, c'est... Et voilà. Ouais. Alors, bon, nous sommes allés à l'école de Beaux-Arts. Les étudiants étaient tellement contents de voir ma fille venir s'intéresser à ce qu'il faisait. Et il s'est dit, bon, écoute, on voit quand même beaucoup de gens qui viennent de l'Europe en vacances. Mais c'est la première fois qu'on voit donc une jeune fille qui est née en Europe, qui est née pour la première fois qui vient au pays, s'intéresse à nous. C'est ainsi que donc au retour, ils avaient donc sculpté une Congolaise qu'on lui avait donnée comme souvenir, qu'il avait ramenée au pays. Et quand nous sommes arrivés en Ngaliema, on avait stocké tous les objets d'art du Congo dans des maisons comme ça. Alors les gens allaient les voir. Et ma fille, quand je suis arrivé, les gens qui s'occupent de ces œuvres d'art, ils ont vu son intérêt, qu'ils avaient ouvert des caisses où étaient stockés donc des objets d'art pour lui montrer ça. Elle était très très contente, mais en colère, parce qu'il ne peut pas imaginer que le pays n'est pas, une ville comme Kinshasa, n'est pas un grand musée où on peut voir ces choses-là, que tout le monde en profite. C'est là où il y a le statut de voilà. de Léopold II, tout ça, voilà. Vers Mongaliema là-bas. Et maintenant, quand nous sommes arrivés récemment, mon épouse n'a pas pu voir ça parce que c'était interdit. Hein. Non, comment c'est? Nous sommes allés. On n'a pas eu le temps. Mais nous sommes allés à Kinshasa. Nous sommes allés à Kinshasa.
Et puis nous avons visité Kinshasa, dans les lieux qu'il fallait visiter. Nous sommes allés au village, parce que mon village n'est pas loin de Kinshasa. Je suis du territoire de Kasangulu. Mon village c'est Ntsanga, là où était donc la première centrale hydroélectrique donc dans la région du Bas-Congo. Et nous sommes allés à Zongo avec mon épouse pour voir le gîte de Zongo, qui était donc un lieu de villégiature de mon enfance. Et nous avons dormi au village avec mon épouse. Et le matin, on a pris petit déjeuner avec les villageois ensemble, c'était très joli, quoi. Et puis nous sommes allés à Kisantou, à Matadi, à Boma. Et nous sommes entrés donc dans le baobab. J'ai fait entrer mon épouse dans le baobab où elle avait dormi Starlight. Et puis, en revenant, on avait appris la mort de Père Matota. Et nous sommes revenus à Kisantou. On a assisté aux obsèques de Père Matota. Que j'ai connu d'ailleurs. Et puis nous l'avons accompagné pour l'inhumer à Kinkwezo, au noviciat donc de jésuite. Et là, on a trouvé donc un endroit magnifique que mon épouse a aussi adoré. Le séminaire, le noviciat de Kinkwezo qui sent tout là. Alors vous parlez avec passion du Bas-Congo. C'est vraiment une région que vous gardez à cœur, malgré le fait que vous êtes à Nice, dans une ville où tout est construit, tout est beau, tout ça. Mais en vous entendant parler du Bas-Congo, on sent que c'est votre âme qui parle. C'est tout le Congo. Mon âme, c'est tout le Congo. C'est-à-dire que donc, s'il y a une chose que j'ai ratée, à l'époque du président Mobutu quand même, c'est qu'il y a eu donc un bouleversement qui a fait que beaucoup de Congolais partaient d'un côté à l'autre. Même quand ils envoyaient des fonctionnaires dans n'importe quel pays du Congo, ils ont eu la chance de connaître beaucoup d'endroits des pays. Et je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup de sites dans tous les pays qui sont très très jolis, que personnellement, étant donné que je suis venu en Europe en 67, donc je n'ai pas eu donc le temps à connaître. Et d'ailleurs, ce que je remarque avec tristesse, c'est pour la peine que beaucoup de Congolais connaissent presque, il y a des Congolais qui connaissent les 4 langues nationales, hein. Il y en a d'autres 3. Or, moi, je n'en connais que 2, le Congo et le Lingala. Bon, quant à la passion donc, du Bas-Congo, c'est la passion du Congo en fait. Parce que ce sont des endroits que je connais. Et puis, maintenant, quand on part au Congo avec mon épouse, l'envie, ce n'est pas seulement d'aller voir le Bas-Congo. L'envie, c'est d'aller voir Isiro, d'aller voir Goma. Mais vous connaissez vous-même vos situations, que même les déplacements sont tellement pénibles qu'on ne peut pas faire quoi que ce soit. Sinon, quand on visite le Bas-Congo, c'est de ces visites pour moi. Ça aurait pu être aller voir Kolwezi, aller voir Bukavu, aller voir Kisangani, aller voir surtout ce qui me fait mal, que peut-être je ne verrai jamais et que je regrettais toujours, c'est d'aller voir les Ouagéniens quand ils pêchent. Ça, un jour, si je ne meurs pas, il faut que j'aille voir les Ouagéniens pêcher le poisson. Ils pêchent à la main, hein? Non seulement ça, à main nue. Non seulement ça, oui. Leur façon de placer les nasses dans le courant même du fleuve, je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que les ingénieurs congolais ne sont pas allés étudier cette méthode pour jeter des ponts dans tous les affluents du Congo, quoi. Parce que moi, c'est assuré, les Ouagéniens maîtrisent les mbongés donc du fleuve Congo. Alors, moi, je rêve d'aller voir les Ouagéniens donc pêcher le poisson. Prof, j'étais surpris en jetant un coup d'œil rapide à votre bibliothèque, mais il y a beaucoup d'ouvrages sur les Congos. J'étais en train de me dire, mais le professeur Albert Isuki dit, mais comment il fait? Il passe son temps à être en France, mais tout en gardant vraiment son pied sur les... Ça m'a vraiment impressionné de voir tous
ces livres qui parlent du Congo, que ce soit politique, que ce soit au niveau social ou même au niveau philosophique. Je me suis dit, vraiment, voilà un peu quelqu'un qui n'a pas oublié ses origines. Vous savez que quand on arrive avec la France, quand tu parles français, bon, en principe, comme je dis aux collègues, je n'ai pas appris le français en France. Moi, j'ai appris mon français au Congo, à l'école primaire, dans les internats à Sonabata, à Tumba et à Boma, là où je suis passé. Quand je suis arrivé ici, moi, mon français était complet, impeccable et magnifique. Mais par contre, je ne peux rien, je garde l'accent de chez moi. Il est censé que vous sachiez ce que j'ai dit, que si la syntaxe et les substantifs que j'utilise sont très bons, là, il n'y a pas de problème. Et je ne peux pas m'acharner à oublier mon accent parce que pour moi, l'accent, c'est ma signature. Quand je parlais, par exemple, à mon épouse, je ne peux pas parler en niçois, je ne peux pas parler en parisien. Je parlais en congolais, avec mon français que j'avais pris au Congo. Parler ou draguer? Non, non, quand je voulais parler, donc je parlais en français, et qu'elle avait trouvé magnifique. Jusqu'à tel point, elle a vu que j'écrivais des poèmes. Donc là, il n'y a pas de problème. Et à mes étudiants, mes élèves, chaque fois qu'ils disent, ah monsieur, vous avez l'accent, je lui dis, mais écoute, vous m'avez tout pris. Si vous commencez à prendre mon accent, qu'est-ce qui me restera? Mon accent, c'est ma signature culturelle. Voilà. C'est comme ça. Prof, je ne vais pas vous retenir longtemps. Peut-être les mots de la fin par rapport à tous ces internautes qui vont vous suivre au Canada. Je salue Mouzé Djambayoé qui vous a fait, un article dithyrambique. Hein. C'est un frère vraiment que j'aurais aimé connaître quand j'étais à Kinshasa, surtout à l'époque où j'étais jeune journaliste et reporter, je ne parle pas au Progrès. Franchement, c'est Katangé-là, ce Congolais-là, il connaît les gens de chez moi mieux que moi-même. Certainement, il doit connaître les gens de l'Équateur mieux que beaucoup de gens de l'Équateur. Mais je veux dire que pour tout ce qui est le Congo, les Quinois et les Congo, donc le Congo, c'est Djamba, il les connaît très très bien. Quand il vous parle d'un Diomi, quand il vous parle d'un Bamba, c'est Djamba-là, c'est l'érudit. D'ailleurs, c'est un érudit. C'est un érudit. Je l'adore. Il y a aussi un homme que j'aime bien, c'est Anissé Mobé. Anissé Mobé, pour moi, c'est un historien le plus objectif parmi donc ceux qui n'ont pas de renom mondialement connu. Anissé Mobé, un des historiens les plus objectifs de l'histoire du Congo. Voilà, donc j'ai donc des gens que j'aime dans notre pays. Djamba Joé, et puis j'ai un ami, c'est Evariste Mpo, qui est avec moi à la marine à Anvers, qui est dynamique, que j'aime très très bien parce que c'est un gars très dynamique. Et par qui dit que c'est moi qui l'ai appris la politique, bien que je proteste, mais bon, il dit que c'est moi qui l'ai appris la politique. Professeur Albert Kisukidi, en tout cas nous vous remercions. Nous remercions aussi votre épouse, maman Liliane Kisukidi, qui nous a bien accueillis chez vous ici à Nice. Nous vous souhaitons vraiment une bonne continuation. Continuez à nous faire rêver, parce que je pense que il y a l'écrivain Aragon qui disait les poètes et comment je peux dire ça, non, je vais trouver je vais ajouter ça après, mais vraiment je pense que lorsqu'on a la poésie, lorsqu'on est en face d'un poète,
on a quelqu'un qui connaît l'essence même de la société, qui sait les décortiquer, qui sait aussi la vie sociale et la vie intérieure des gens. Et je pense que notre entretien de ce soir a rappelé cela à travers la chanson, mais à travers aussi les parcours que vous avez faits. Et je pense que c'est quelque chose qui est important et qui nous va tout droit au cœur. Nous vous remercions vraiment d'avoir pris un peu de votre temps pour répondre à nos questions qui étaient parfois des questions vraiment titillantes ou embêtantes. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup.